Alors, bon, pour compléter un peu notre interview, je voudrais savoir, est-ce que vous avez un point de vue sur l'astrologie, par exemple? Alors personnellement, je ne me suis pas plus intéressé que ça à l'astrologie, puisque effectivement c'est assez différent de ce qu'on utilise en biodynamie, puisque c'est pas relié directement à une réalité concrète Mais, né- d'astronomie et mais à des néanmoins, faits, vous êtes quand même, par exemple, enfin je plaisante un peu, mais vous êtes né sous un certain signe, sous une certaine constellation, et vous pouvez vous demander si ça ne marque pas votre personnalité. on peut se demander, je me pose pas trop la question, je sais que des personnes sont sensibles à ça et arrivent assez facilement à sentir le signe de chacun, mais moi personnellement je ne suis pas accro à ça. Par contre, vous vous intéressez au rythme, au cycle, et donc quelque part, vous avez une démarche un peu prévisionnelle quelque part. Enfin, je veux dire, il faut savoir où ça va, comment ça va évoluer, c'est ça? Tout à fait. Alors là, l'anthroposophie donne des éléments là-dessus sur l'évolution du monde en général. Et plus concrètement, dans notre calendrier des semis, on a des prévisions également au niveau de ce qui concerne la météorologie. Ah bon? Oui. Et là, on arrive à avoir des liens quand même assez concrets entre les positions des planètes dans les constellations et le temps qu'il fait sur Terre. Ah, donc pas seulement la Lune en lac. Pas seulement la Lune, l'ensemble des planètes. Ah oui, d'accord. Et vous êtes capable de situer les planètes dans les constellations? Vous avez accès à des éphémérides, etc. On a accès facilement à des éphémérides. Ce sont des données gratuites qui sont calculées par l'Institut national d'astronomie, en fait. Bien sûr, oui. De météorologique, oui. Disponibles. Oui. Alors, et vous-même, vous pouvez nous dire quelques règles de météorologie planétaire, en quelque sorte? Alors le principe est également assez simple, hein. On constate que quand un grand nombre de planètes sont situées devant une constellation, par exemple, qui a l'élément chaleur, on aura des impulsions de chaleur sur Terre qui peuvent se traduire en été par le développement d'orages, en hiver par des hivers un peu plus doux, des dépressions douces, etc. Des planètes qui seront situées majoritairement dans des constellations d'eau apporteront un temps humide, de la Ah pluie, oui. etc. C'est assez simple, mais ça fonctionne pas mal. Alors, quelles sont les planètes que vous prenez en considération uniquement jusqu'à Saturne, ou est-ce que vous prenez également Uranus, Neptune et même Pluton? On prend également en compte Uranus, Neptune et Pluton. C'est vrai qu'à l'époque de Rudolf Steiner, cette planète n'était pas connue, mais puisque ce sont des données qu'on peut avoir aujourd'hui avec la science moderne, on les prend en compte. Ça vous gêne pas? Parce que vous savez très bien que normalement, on admet plus facilement l'influence de la Lune que celle de Pluton, hein. Il y a beaucoup moins de résistance par rapport à l'idée que la Lune et le Soleil agissent, que de croire que Uranus et Neptune, qui sont des astres invisibles, agissent. Mais Alors après, on se trouve quand même dans le domaine de l'immatériel, puisque ce qu'accepte la science officielle, c'est l'influence de la Lune en tant que corps, d'une masse, voilà. une masse qui a une influence gravitationnelle, quoi. Après, notre principe, c'est la Lune devant les constellations. Donc déjà là, on est sur des influences énergétiques qui ne sont pas reconnues par la Oui. science classique. Oui, oui, c'est ça. Et donc, pour la météorologie, comment est-ce qu'on peut situer localiser les choses? Alors, c'est là Parce que qu'il la météorologie, faut- le temps, il peut faire beau à Paris et mauvais à Colmar, je sais pas. Enfin bon. Tout à fait. Donc c'est là qu'il faut avoir un peu d'expérience, et ces données dépendent aussi enfin, s'il y a beaucoup de planètes devant une constellation de chaleur, effectivement il peut quand même y avoir passage d'une perturbation, donc on aura de la pluie, mais de la pluie plutôt chaude. Et donc c'est là qu'il faut connaître bien son environnement local pour pouvoir faire le lien entre ces données astrologiques et le niveau local, quoi. Ça demande une observation attentionnée concrète Donc vous faites des prévisions sur des lieux que vous connaissez. On fait des prévisions sur des lieux qu'on connaît, où on donne les grandes tendances, et à chacun de travailler sur le lieu dans lequel il vit, quoi. Par exemple, Paris a des spécificités au niveau de son caractère, de ce qui peut le marquer. Alors, effectivement, je ne suis pas parisien, donc je ne connais pas précisément, mais en région parisienne, on est encore beaucoup sous l'influence océanique. Donc là, on a par exemple, lorsque beaucoup de planètes aussi, on a aussi ça, lorsque beaucoup de planètes sont en opposition, on a des perturbations qui sont beaucoup plus rapides, qui défilent beaucoup. Donc là, on va avoir à Paris des passages pluvieux fréquents. Attendez, alors, je voudrais récapituler. Il y a le cas de figure des conjonctions,
le cas de figure des oppositions, il y a même les carrés peut-être, non pas... Nous n'allons pas jusque-là pour le moment. On essaye de simplifier un peu les modèles pour essayer de découvrir les lois qui sont derrière. Donc pour le moment, on s'arrête aux conjonctions-oppositions qui sont liées à des situations où les dépressions sont actives et des situations où les anticyclones sont plus actifs. Et puis les 4 éléments liés aux constellations. Alors, qu'est-ce qui distingue fondamentalement la situation conjonctionnelle et la situation oppositionnelle? Vous voulez dire qu'une situation de conjonction, c'est où il n'y a pas d'opposition. Tout à fait. Et une situation d'opposition, de toute façon, il peut y avoir aussi bien des planètes. Il peut y avoir 2 planètes opposées à 2 autres planètes, par exemple. Hein. Voilà. Donc il peut y avoir 2 planètes opposées à 2 autres planètes pendant que 2 planètes sont en conjonction avec 2 autres planètes. Mais en général, ça n'arrive pas. En général, on a des oppositions qui se succèdent. Et on a une tendance qui est plus à l'opposition entre planètes et une tendance qui est plus à la... Alors donc, pouvez-vous dire, résumer ce qui caractérise la situation d'opposition et celle de conjonction? Alors, au niveau des effets. Les effets, lorsqu'on a remarqué donc, par l'expérience que lorsqu'on a beaucoup d'opposition entre planètes, donc toujours avec la Terre au centre et les 2 planètes opposées de chaque côté, on a un temps plus calme, donc plus un temps anticyclonique, alors que lorsqu'on a beaucoup de conjonctions dans le ciel, on a un temps plus dépressionnaire. Donc ça voudrait dire que si on transposait, on a une situation, l'opposition aurait tendance à calmer le jeu, voilà, et la conjonction à créer des tensions. C'est ça. Non, je dis ça parce que justement, les astrologues disent la même chose un peu. Ah, voilà. Des gens comme André Barbeau, qui a justement a publié un bouquin sur l'agriculture, l'astrologie météorologique, il en est arrivé à cette même idée. Je ne dis pas que je suis d'accord avec lui, mais je vous le signale qu'il a un schéma où quand le schéma descend, il y a des conjonctions, et quand il monte, il y a des oppositions. D'accord. Donc ça veut dire que quelque part, il dit qu'il y a une situation plus difficile à gérer en conjonction qu'en opposition. Même si en astrologie traditionnelle, l'opposition n'est pas forcément considérée comme un bon aspect, puisque c'est des forces qui sont antagonistes. C'est ça qui est un peu paradoxal. Mais vous allez dire que ça s'équilibre, je ne sais pas ce que vous allez dire, quand il y a 2 forces à 2 points opposés, elles s'équilibrent, alors que quand elles sont toutes du même côté, ça crée un déséquilibre, on pourrait dire ça par exemple. On pourrait dire ça. Après, j'essaye pas d'interpréter, hein. On essaye plutôt d'observer ce qui se passe et de faire des liens entre les choses sans forcément essayer d'intellectualiser et de chercher des explications à ça. Et alors donc votre observation, c'est la nature, c'est l'agriculture. Tout à fait. Oui. Vous n'êtes pas dans l'observation du psychisme en fait. Oui, on s'accroche au phénomène du monde vivant, quoi, hein. Donc, le monde vivant, vous voulez dire aussi les animaux? Également les animaux, mais surtout les plantes, parce qu'on pense que les animaux et les hommes encore plus sont moins sensibles à ces influences planétaires, parce qu'ils se sont intériorisés, ils ont créé leur propre enveloppe et les rythmes sont intériorisés. Donc les plantes seraient les meilleurs récepteurs pour les influences astrales. Les plantes seraient les meilleurs récepteurs dans le sens où elles sont complètement ouvertes et fondues dans leur environnement. Et alors par exemple, vous avez pu observer que si on ne fait pas un bon traitement au bon moment, ça se passe mal pour la plante. Ah, tout à fait, oui, ça c'est assez facilement observable, hein. Si on prend exprès une date très défavorable, oui, voilà, calendrier c'est ça. Des semis, par exemple un nœud lunaire, un nœud de Mercure, et qu'on fait des semis à ce moment-là, on est quasiment sûr que la plante sera déjà une mauvaise germination, et que la formation de la plante sera très mauvaise, quoi. Et alors, autre question, puisqu'on est à Marjolaine, est-ce que le fait de manger une plante qui a été mal cultivée, ça a des effets nocifs sur le corps humain Alors là, on est complètement dans cette idée, hein. L'objectif de la lecture biodynamique, c'est de faire des plantes saines et des plantes qui puissent nourrir les animaux et les hommes, et surtout les hommes, pour contribuer à leur développement spirituel, on pourrait dire. Donc vous êtes complètement dans le végétal en fait quelque part, et vous ne voulez pas déborder sur le psychologique en fait, sur le psychique ou sur le spirituel. Parce que quand même,
Alors, au niveau des influences cosmiques, c'est là que, ou en tout cas moi, je ne voudrais pas déborder sur le spirituel, sur l'influence des caractères des hommes et tout ça. Mais par contre, d'un point de vue général, c'est une agriculture qui est assez spiritualiste, entre guillemets, puisque notre objectif, c'est de contribuer au développement des hommes sur Terre. Ah oui, mais alors là, on n'a pas encore perçu cette dimension dans votre propos. Tout à fait, oui, c'est une autre dimension. Donc, les agriculteurs biodynamistes se considèrent comme, c'est peut-être un peu prétentieux, mais dans le fond, comme médecins de la terre, puisque nous utilisons aussi des préparations un peu à l'image de la médecine homéopathique, en petite quantité, qu'on pulvérise sur les sols et les plantes. Et ces préparations soignent les plantes et soignent les sols et les empêchent de vieillir, puisqu'on considère que la terre est un organisme vivant dans sa globalité et qu'elle est actuellement en train de vieillir et qu'elle est d'autant plus de mal avec toutes les pollutions dont elle souffre du fait de l'activité de l'homme. Et ces préparations doivent maintenir la terre en vie le plus longtemps possible. Mais alors, est-ce que vous vous intéressez à la guérison par les plantes, par exemple? Ah bah oui, la guérison par les plantes, c'est On n'en a pas parlé encore de ça. On n'en a pas encore parlé, mais c'est un outil qu'on utilise beaucoup en agriculture biodynamique, au-delà de nos préparations qui sont vraiment spécifiques à l'agriculture biodynamique, qui sont aussi faites à base de plantes médicinales pour la plupart. On utilise des purins d'ortie, des purins de prêle, des tisanes de différentes plantes pour lutter, entre guillemets, ou plutôt pour équilibrer la présence des ravageurs dans les champs ou dans les jardins. Et qui elles-mêmes sont cultivées selon les principes de la biodynamique. Alors on essaye au maximum effectivement d'utiliser les plantes qui se trouvent dans les jardins ou dans les exploitations. Donc ça, c'est pas des plantes racines, ça, c'est des plantes plutôt... Alors là, en général, c'est des plantes médicinales, plutôt des plantes fleurs. Donc c'est des plantes qui correspondent à quel élément déjà? L'élément air-lumière. Parce que c'est ça. Air-lumière, c'est ensemble. Oui, parce que tout à l'heure j'étais surpris parce qu'en astrologie on ne parle pas d'air-lumière, on parle d'air. Donc c'est air-lumière comme ça s'appelle comme ça. On parle d'air-lumière, puisque la fleur est plutôt liée à la lumière. Luft. C'est ça. Oui. Donc là on peut quand même soigner les gens, même au niveau des désordres psychiques par exemple, je suppose. Alors là, moi je vais vous parler de médecine végétale, je suis agronome et pas docteur, donc voilà. Après au niveau des humains, effectivement on a des propriétés actives dans les plantes qui sont utiles pour les hommes également. Vous savez quelle est la plante qu'il faut conseiller à quelqu'un qui a tel et tel symptôme ou syndrome? Non, moi je m'avance vraiment pas sur ce sujet. Non, enfin, je veux dire, il y a des gens qui peuvent, dans votre groupe, qui pourraient s'y connaître. Oui, tout à fait, parce que ça aussi, ça découle souvent de l'observation précise de la plante, et c'est ça qu'on essaye de faire en agriculture biodynamique, se rendre très sensible aux vertus de la plante par une observation, par une ouverture totale sur la plante. Alors, est-ce que vous pensez que les gens s'intéressent de plus en plus à votre façon de faire? Ou est-ce que c'est moins, ou ils s'y intéressent plus ou moins qu'avant? Je ne sais pas. Parce que là, vous êtes dans un contexte, beaucoup de gens ici ne s'intéressent pas trop à la Lune, en fin de compte, j'ai l'impression. Oui. Alors, effectivement, moi je pense qu'il y a quand même de plus en plus d'intérêt des gens et d'acceptation qu'il peut y avoir des influences subtiles et immatérielles qui jouent sur le monde vivant. Dans ce sens-là, je pense qu'il y a de plus en plus d'ouverture. Parce que moi, je vous aurais conseillé d'aller dans d'autres salons qui sont plus ouverts sur le plan du bien-être, du zen, etc. Parce que vous pourriez aussi avoir votre place. On a aussi notre place sur ce genre de salon, mais notre objectif, c'est quand même de rester lié à la terre et à l'agriculture et au jardinage. Donc c'est pour ça qu'on est sur un salon bio où sont présents beaucoup d'agriculteurs qui pratiquent également l'agriculture biologique et biodynamique. Alors, donc finalement, il y a pas mal de gens qui la pratiquent, cette biodynamique. Oui, il y a beaucoup de... en tout cas, en producteurs certifiés en France, il y en a environ 500 aujourd'hui. Et beaucoup presque la moitié dans le domaine viticole. Ah bon, d'accord. Le domaine viticole est particulièrement concerné actuellement par cette biodynamique. Oui, puisque vraiment l'objectif qu'on atteint, c'est d'avoir des produits de grande qualité. Et ces produits sont plus valorisables dans une bouteille de vin que dans une boîte de carottes. Et d'ailleurs, l'Alsace est connue quand même pour ses activités viticoles. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, c'est 10% du vignoble alsacien qui est en agriculture biologique. Et une bonne partie de ces gens pratiquent la biodynamique.
Et vous-même, vous êtes dans le viticole aussi? Non, moi je suis donc salarié par l'association Mouvement d'Agriculture Biodynamique, donc je suis dans mon jardin et plutôt dans la production de légumes que de vin. Écoutez, je vous remercie beaucoup. On a passé un bon moment. Merci beaucoup. Pas de quoi.